Élise Lelarge, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre, hypnothérapeute et psychothérapeute et on va parler d'hypnose. Alors, l'hypnose est à la veille ce que le rêve est au sommeil. Vous avez 20 minutes pour y réfléchir. Vous nous envoyez vos copies par mail et je vais lire tout ça. Mais si vous êtes aussi inspiré que l'est Éric Foguet par ce que je viens de dire, vous restez avec nous, on va tout vous expliquer. Et oui, l'hypnose n'est pas la même chose que le sommeil. Et surtout, il y a différents types d'hypnose. Alors, je vous propose de regarder une petite vidéo d'introduction et après, on en discute ici. Vos paupières sont lourdes. Vous n'entendez que ma voix, rien que ma voix. Et quand je claquerai des doigts, vous dormirez. Du latin upnoïm, qui signifie endormir, l'état d'hypnose désigne l'état de conscience modifié. En gros, quand vous êtes à la fois en état de sommeil et de veille. Et l'hypnose, ça sert pour tout. Arrêtez la cigarette, soignez votre peur des araignées, limitez la consommation de sucre, aidez à surmonter des chocs ou encore accoucher sans douleur. Mais attention, il en existe plusieurs formes. Vous êtes prêts ? La première, la plus spectaculaire, est créée en 1841 par un médecin autrichien. Elle consiste à vous faire croire à une certaine réalité. Les serpents deviennent inoffensifs et vous ne vous appelez plus Marc, mais Jeannette. La deuxième, la plus courante, date du XXe siècle. C'est l'éricksonienne. On entre dans l'inconscient de la personne hypnotisée en faisant appel à des images et des rêves. Vos sens changent, un bain chaud peut vous paraître complètement gelé. De plus en plus utilisée dans le milieu hospitalier, elle permet aussi de soigner la timidité, la confiance en soi, la douleur et la dépendance. Et enfin, tenez-vous bien, la troisième, c'est l'auto-hypnose. Ça se pratique tout seul et même parfois sans s'en rendre compte. Ça vous permet de vous déconnecter plusieurs fois par jour, en lisant ou en étant dans la lune. Une sacrée pause pour le cerveau. En revanche, face à l'hypnose, tout le monde ne réagit pas pareil. Plus on y est confronté, et plus c'est bénéfique et rapide. Un peu comme un sport. Plus vous vous entraînerez, meilleur vous serez. Alors écoutez bien ma voix et laissez-vous tenter. Eh bien, laissons-nous tenter avec vous, Élise. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est assez facile, mais le passage à l'acte peut être effrayant pour beaucoup d'entre nous, parce qu'on pense, comme vous le disiez tout à l'heure, à Mesmer. Voilà, cette hypnose un peu spectacle. Quelqu'un prend vraiment possession de notre esprit et de notre corps. Ça vous fait un peu peur? Oui, complètement. Alors voilà, c'est très important de différencier l'hypnose médicale et donc l'hypnose ericksonienne, l'hypnose qui va prendre soin de la personne et l'aider à atteindre ses propres objectifs, de l'hypnose de spectacle qui, avant tout, veut être spectaculaire et a un but d'amusement et qui utilise de la magie, des tours, des trucs qui sont cachés dans la réalisation du spectacle. Dans l'hypnose ericksonienne, dans l'hypnose médicale, pas de prise de pouvoir de l'autre, puisque justement, la vidéo le montre très bien, nous allons axer notre travail sur l'auto-hypnose, les capacités de la personne à développer pour elle-même le propre phénomène hypnotique. Alors, nous avons une question d'Anthony, un téléspectateur justement sur l'hypnose, on l'écoute. Bonjour à tous, je m'appelle Anthony, j'ai 23 ans et j'habite à Nantes. Je m'intéresse beaucoup aux rêves, à l'hypnose et tout ce qui touche à l'inconscient en général. Ma question est la suivante, l'hypnose peut-elle faire appel à l'inconscient et peut-on faire des choses que l'on ne serait pas amené à faire en étant pleinement conscient ? Voilà, merci d'avance pour vos réponses. Alors, on sent quand même dans la question d'Anthony qu'il y a aussi ce petit doute. Est-ce qu'on va faire des choses qu'on n'a pas envie de faire ? Alors tout à fait, c'est une très bonne question qui soulève justement l'enjeu éthique de la pratique de l'hypnose. L'hypnose évidemment fait appel à l'inconscient, c'est le principe, l'inconscient ericksonien qui est un petit peu différent de ce qu'on entend habituellement par inconscient. L'inconscient, dans le sens de Milton Erickson, c'est un petit peu comme un réservoir de ressources cachées qui est à l'intérieur de nous. Tous ces savoir-faire qui sont automatisés et qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser dans notre société de façon consciente. Donc le recours à l'auto-hypnose ou à l'hypnose va nous aider à utiliser de façon automatique des compétences intérieures. Donc l'inconscient ericksonien est bienveillant, c'est notre partie sage, notre partie qui veut nous aider à grandir, à nous développer, à réussir et à atteindre nos objectifs. Évidemment, on peut réussir à faire des choses grâce à l'hypnose qu'on ne peut pas faire quand on est complètement conscient, puisque sinon on ne pourrait pas aider les gens qui ont des phobies de l'avion ou qui veulent développer des compétences. Donc oui, on peut faire des choses qu'on n'arrive pas à faire en étant conscient, et c'est tout l'intérêt. Et l'intérêt, c'est de bien se centrer sur l'éthique de ces choses. Qu'est-ce que moi j'ai vraiment envie de faire et qui va m'aider à vraiment avoir envie de le faire et comment ?
Eric, je vous vois soulever vos sourcils. Moi qui ai comment dire, j'ai un héritage prononciation berrichonne et j'ai toujours eu du mal sur l'anglais, par exemple. Je me suis dit, est-ce que mon inconscient pourrait m'ouvrir des portes à pour parler anglais? Exactement. Tout à fait. Il faudra aussi prendre des cours d'anglais. Dommage. Voilà. Non, mais je sais Ah, parler je suis anglais, déçue. mais je parle Voilà. mal. On peut augmenter vraiment, l'idée, c'est d'avoir moins peur, de développer sa compétence, de gérer le stress et de se sentir plus à l'aise en utilisant des exercices qui sont très simples. Et on peut évidemment apprendre à mieux parler une langue étrangère. C'est un très bon exemple. Alors, vous parlez d'exercices très simples. Vous, dans votre cabinet, vous pratiquez l'auto-hypnose. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche et nous donner surtout quelques exemples? Alors, on peut faire cet exercice très simple qui est, par exemple, de chercher qu'est-ce qui représente pour moi la notion de sécurité. Et on va choisir en général 3 objets qui représentent la sécurité pour moi. Comme sur cet exemple, on va se fabriquer un bouclier. Alors, vous m'avez donné un petit dessin. Je fais attention parce qu'il y a pas mal de lumière. Donc c'est un bouclier, c'est voilà. ça. Le dessin n'a pas besoin d'être réussi pour être montré dans une exposition artistique. Il suffit qu'il soit symbolique et qu'il représente quelque chose pour la personne, qu'il ait du sens pour elle. Donc là, vous avez fait un cercle avec un soleil, des vagues, une licorne. Et voilà. Quoi d'autre? Donc c'est ça qui représente les forces intérieures de la personne. Une personne qui se sent en sécurité quand elle pense au soleil ou qu'elle se sent réchauffée par le soleil. Quand le bruit des vagues va l'apaiser, elle va se sentir en sécurité au bruit des vagues. Et l'animal, la licorne, va être une source de confiance en elle pour cette personne. Donc elle fait ce dessin et après, quand elle veut se sentir en sécurité, elle imagine qu'elle est protégée par ce bouclier. Qu'est-ce que vous mettriez, vous, à l'intérieur du cercle? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce que vous aimez? Alors, le soleil, moi, pour la avec sécurité, plaisir. Pour la sécurité. Oui, le soleil fait plaisir. Je ne sais pas si c'est pour moi la sécurité, mais j'aurais mis une famille. Oui, très bien. Ce qui est important, c'est que le bouclier soit personnalisé, que chacun choisisse son propre symbole de sécurité. Alors, une fois qu'on a fait ça, quand on a fait ça, quand on a fait son dessin, on peut l'accrocher ses choix, le re-regarder régulièrement. On peut aussi le dessiner, mais on peut aussi le fabriquer avec de la mosaïque ou d'autres formes. Et on y repense, on se reconnecte avec le bouclier précisément en imagination. Et c'est cet état imaginaire qui va déclencher chez nous la sensation de sécurité. Et alors l'auto-hypnose, en fait, on en fait tous sans le savoir dans la vie quotidienne. Voilà, puisque l'idée, c'est que l'état hypnotique est un état naturel à l'être humain. Et nous sommes dans une société qui, malheureusement, ne pense pas à développer l'état hypnotique et à l'apprendre dès le plus jeune âge. Ça vient de plus en plus, ça va se développer. Mais c'est une fonction humaine essentielle, normale et naturelle. Ah, quand est-ce qu'on en fait sans le savoir? Les actions qui nous amènent à se mettre en état hypnotique facilement, ce sont par exemple les voyages en train, quand on se met à rêvasser entre 2 gares et qu'on développe une rêverie intéressante et ressourçante dans notre voyage en train. Mais aussi beaucoup en sport, quand on arrive par exemple tout à coup à faire un geste parfait ou à rattraper une balle qu'on ne pensait pas réussir à arriver. Il est probable que nous nous sommes mis à ce moment-là en état hypnotique tout seul, involontairement. Donc l'hypnose ne veut pas dire immobiliser? Pas du tout. Ah. Voilà, nous sommes en action. Nous sommes en action. Nous pouvons aussi utiliser l'hypnose ou l'auto-hypnose pour se ressourcer en étant allongés et en imaginant que nous sommes connectés avec une source d'énergie de la nature, par exemple. Évidemment, on peut aussi faire de l'hypnose en action pour préparer un bon examen, plat pour vous, Eric, par exemple. Voilà, la cuisine, tout ce qu'on a envie de faire. Et vous vous hypnotisez en préparant un bon repas. À quoi ça sert de faire l'auto-hypnose? Quels mots ça peut traiter? On a parlé tout à l'heure de l'anglais, voilà, de la phobie, les araignées, la cigarette. Tout à fait. Globalement, ça va nous aider à développer nos compétences, quel que soit le domaine dans lequel nous avons besoin de développer nos compétences, avoir plus confiance en nous, mieux gérer le stress, mieux dormir et pour atteindre nos objectifs. Et on va dire quelque chose de médical, si j'ai mal quelque part, ça ça peut peut douleur, aussi, la douleur est une indication pour laquelle l'hypnose s'est énormément développée dans les dernières années et qui est de plus en plus connue grâce au travail des anesthésistes et des chirurgiens en hypnose. Donc ça fonctionne très bien, bien accompagné pour opération sous hypnose, voilà, sans anesthésie médicale. Voilà. Certaines opérations et ça se développe de plus en plus. C'est pour ça que c'est à la fois attirant et effrayant, parce qu'on se dit, si on peut m'opérer, m'ouvrir le ventre, juste en me parlant... Alors, je ne pense pas qu'on fait que des ouvertures de ventre. Bon, j'exagère, mais vous voyez le côté effrayant, voilà ça me fait exagérer les choses. Ce qui est très rassurant, c'est que quand on a une opération avec l'hypnose, il y a évidemment un anesthésiste sur place et toute la technicité de la médecine disponible au moindre problème. Donc, c'est
toujours à l'hôpital, toujours au bloc opératoire et toujours en présence des médecins. Mais je vais dire, encore à l'hôpital, ça va, mais aller sonner chez quelqu'un que je ne connais absolument pas, je me dis, il faut qu'il y ait vraiment une confiance. Tout à fait. Donc pour la psychothérapie, pour le développement des compétences, pour l'accompagnement, c'est rassurant d'avoir affaire à un professionnel de santé qui se forme en hypnose et qui pratique l'hypnose ericksonienne. Alors comment se passe rapidement une séance pour qu'on comprenne bien? Ce qui est très important dans les séances de psychothérapie ericksonienne, c'est l'individualisation de la séance. Chaque séance va être différente en fonction de la personne. La première séance, c'est toujours une rencontre pour faire connaissance avec la personne, définir ses objectifs. Et par exemple, dans la deuxième séance, on peut proposer cet exercice que je vous ai présenté sur le bouclier. Ce seront des séances assez ludiques avec un échange de la parole. C'est un discours interactif entre la personne qui demande et le thérapeute, avec des jeux, des interactions entre les deux qui sont très agréables. Si la personne se plaît au jeu de l'hypnose, elle m'hypnotise en fait. Elle va apprendre toute seule et elle va développer elle-même ses propres exercices. Eh bien, merci pour cette belle découverte, l'auto-hypnose, Eric. Essayez de pratiquer. Moi qui ai mal au dos, je vais consulter. Et donc, on a écrit un livre avec ma collègue. Vous avez raison, je l'avais oublié. Qui s'appelle « Prendre soin de soi par l'auto-hypnose » et donc qui permet qui est un livre qui a été écrit pour les personnes qui ne connaissent absolument pas la technique et qui peuvent commencer à découvrir par elles-mêmes en sécurité, puisque c'est de l'auto-hypnose, pas d'influence, pas de prise de contrôle de l'autre. Chez soi. Voilà. Parfait.